Eh bien, on est de retour après une petite pause. J'en profite, vous avez vu passer des bandes annonces de remerciements pour nos partenaires. Vraiment, encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont permis de rendre possible cet après-midi. J'insiste aussi sur les questions-réponses, on en parlera tout à l'heure. On va répondre à quelques questions, on ne peut absolument pas répondre à toutes les questions, c'est impossible. Par contre, vraiment, vos questions sont importantes parce que ça nous donne des idées de prochains webinars, d'interviews que l'on fera passer dans les semaines à venir. Et donc autant d'occasions de rencontres, d'échanges. Et donc vraiment merci pour vos questions. Je sélectionne un peu, mais on ne peut pas tout faire. On va se mettre tout de suite on va écouter Jean-Lionel Bagot, qui est médecin homéopathe, qui a une énorme expérience en homéopathie avec un accompagnement des traitements du cancer, dans l'objectif d'améliorer, il va en parler, notamment la tolérance au traitement. Voilà, donc je vous invite, on est en direct avec lui de Strasbourg. Hello Jean-Lionel, tu nous entends? Oui. Bonjour Jean-Loup. C'est à toi. Ok, écoutez, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont sur le plateau, et puis bien sûr, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que ce soit en direct ou plus tard en différé. Donc sachez qu'on est tous heureux de pouvoir partager ce moment ensemble. Et donc, je vais vous parler là, pendant 20 minutes de l'homéopathie, de mon expérience de l'homéopathie en oncologie intégrative, telle que je la pratique à Strasbourg, effectivement, soit dans mon cabinet privé, soit au sein du groupe hospitalier Saint-Vincent. La petite diapo inévitable des liens d'intérêt. J'ai un lien d'intérêt avec les 3 laboratoires homéopathiques français, puisque j'ai été nommé expert auprès de la HAS pour représenter ces laboratoires l'année dernière. Tout d'abord, je voudrais vous parler de cette étude de Vican 5, qui a été faite par l'Institut national du cancer. C'est une étude qui est terrible parce qu'elle montre que 5 ans après un traitement du cancer, plus de la moitié des gens sont encore handicapés, sont encore des problèmes de séquelles. Et je dis non, je dis qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose contre ça. Et si on est tous réunis cet après-midi, c'est justement pour éviter ça. C'est ce qu'on va pouvoir faire si on place le patient au centre de nos préoccupations. C'est vraiment centré par l'objectif patient, être proche du patient et patient être proche de nous, qu'on va réussir à sortir de cette inévitable problématique des effets secondaires, qu'ils soient immédiats ou des séquelles qu'on retrouve longtemps après. C'est ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. L'oncologie intégrative, j'aime bien cette image parce qu'effectivement, le patient est au centre de l'image. L'oncologie intégrative, en quelques mots, vous en avez déjà parlé, c'est l'association des deux, de la médecine conventionnelle et des médecines complémentaires. Et cette association, elle est destinée à aider le patient au mieux. C'est, je pense, vraiment la médecine de demain. Mais à cela, on peut rajouter une chose. On peut rajouter le patient lui-même et ce que les Américains appellent le self-care, c'est-à-dire tout ce que fait le patient pour essayer de s'en sortir. Et toutes ces choses-là, nous devons les prendre en considération et les potentialiser, les intégrer dans les traitements. C'est que comme ça que nous arriverons vraiment à faire de l'oncologie intégrative. Et donc, si on regroupe ces 3 choses, la médecine conventionnelle, le prendre soin du patient et la médecine complémentaire, au cœur de cette cible, eh bien, on a vraiment l'oncologie intégrative. Je crois que c'est vers là qu'il faut qu'on aille tous. Et c'est comme ça qu'on arrivera à ce que 5 ans après un traitement du cancer, il y ait beaucoup moins de séquelles. Alors, quelle est la place de l'homéopathie en oncologie intégrative? On va tout d'abord parler un tout petit peu de ce que c'est que l'homéopathie pour qu'il n'y ait pas de problème d'équivoque et que chacun comprenne ce que c'est que l'homéopathie. Tout d'abord, la définition de l'homéopathie est dans son nom. Homéopathie, homéos, pathos. Pathos, on sait ce que ça veut dire, c'est la souffrance. Et homéos, ça veut dire la même souffrance. Dans le mot homéopathie, il y a la définition d'homéopathie. La même souffrance de traitement par les semblables. Nous sommes dans un autre paradigme. Jusqu'à présent, en médecine conventionnelle, on traite avec des c'est-à-dire on apporte des médicaments pour lutter contre une infection, contre une douleur, contre les problèmes de sommeil, contre les problèmes de dépression, contre un cancer. Donc, il faut apporter des médicaments qui vont agir directement. L'homéopathie, elle, c'est la thérapie des semblables.
elle va agir selon le principe de similitude en stimulant les défenses naturelles de l'organisme et en faisant réagir l'organisme positivement face à une pathologie. Donc c'est tout à fait un autre mode de réflexion et vous allez voir, c'est passionnant et j'espère très utile. Trois principes de l'homéopathie: la similitude, l'individualisation, l'infinitésimalité. On va les voir tout de suite. Le principe de similitude, deux personnages qui se ressemblent beaucoup mais qui ne sont pas identiques, ils sont semblables. Eh bien, c'est cela qu'on fait en homéopathie, on traite par les semblables. Un exemple concret, très simple, en cancérologie. Une morsure de serpent à sonnette provoque une pathologie tout à fait embêtante qui est une chute de plaquettes qui peut provoquer la mort par hémorragie interne. Certaines chimiothérapies provoquent également des chutes de plaquettes. Nous avons là le même symptôme qui est la thrombopénie. Et pourtant, le patient n'a pas été mordu par un serpent à sonnette et il a quand même une chute de plaquettes. Et c'est cette similitude qui fera que moi, médecin homéopathe, si j'ai un patient qui a une thrombopénie, pathologie pour laquelle il n'y a pour l'instant guère de traitement, eh bien, je vais lui prescrire du Crotalus auridus. Le Crotalus auridus, c'est le nom latin du serpent à sonnette, pour faire remonter les plaquettes. Donc voilà un exemple concret du principe de similitude tel que nous l'appliquons dans les soins de support en cancérologie. L'individualisation, c'est un autre aspect qui est extrêmement important en homéopathie, qui est passionnant. Et c'est vraiment pour ça que je suis heureux de faire ce métier de médecin homéopathe. C'est qu'il n'y a pas de recette en homéopathie. On ne peut pas dire on va donner à tout le monde le même médicament. Vous savez, vous avez tous des clés à la maison, elles se ressemblent, et pourtant il n'y en a qu'une seule qui va ouvrir le cadenas de votre vélo. Eh bien, c'est un peu pareil en homéopathie. Il faut trouver la clé, le médicament qui va permettre de sortir le patient de son état de pathologie, d'essayer d'aider ce patient à se remettre de sa maladie. Et donc, cette individualisation est vraiment indispensable pour faire un traitement homéopathique. C'est aussi pour ça que on se gratte souvent le menton, parce que l'homéopathie, ce n'est pas toujours facile pour trouver la bonne clé. Enfin, un dernier point, l'infinitésimalité. Alors, c'est à la fois le point faible, parce qu'on nous reproche qu'il n'y a rien dans nos granules d'homéopathie, et en même temps notre point fort, puisque en cancérologie, la priorité, c'est de ne pas gêner les traitements du cancer, et l'homéopathie, on sait, n'a pas d'interaction médicamenteuse, et puis n'a en soi pas d'effets secondaires, ou de très rares effets secondaires. Dans le monde, il y a combien de patients qui se soignent par homéopathie? 400 millions. En France, c'est près de la moitié des Français qui se soignent par homéopathie, près de la moitié des médecins qui en prescrivent. Et qu'est-ce qu'il en est exactement en cancérologie? Alors, pour répondre à cette question, nous avons fait une étude à Strasbourg, une étude qui est importante puisqu'elle a porté sur 535 patients dans 4 centres anticancéreux différents de la ville de Strasbourg. Et nous avons étudié leur pratique et qu'est-ce qu'ils prenaient des médecines complémentaires et quelles médecines complémentaires ils prenaient. Et on s'est rendu compte que chez tous ces patients traités pour un cancer, 31% utilisaient de l'homéopathie. Donc c'est presque un tiers des patients qui utilisent, en tout cas à Strasbourg, de l'homéopathie dans le cadre des soins de support. C'est une évolution une croissance qui est régulière, puisqu'on avait fait la même étude à Strasbourg en 2005, on n'avait que 17%, et vous voyez, 12 ans après, on arrive à 31%. L'homéopathie est la première médecine complémentaire utilisée en France, loin devant les autres. Vous voyez, l'homéopathie, c'est 65% des médecines complémentaires, l'acupuncture, 16%, phytothérapie, 12%. Donc, c'est une réalité, en tout cas, ces résultats sur Strasbourg sont une réalité qu'il faut prendre en compte. On a demandé à ces patients qui prenaient de l'homéopathie, est-ce qu'ils étaient satisfaits des traitements homéopathiques, et vous voyez que presque 98% des patients étaient satisfaits des traitements homéopathiques dans le cadre des soins de support en cancérologie. Donc, un taux de satisfaction important. Enfin, cette diapo est très, très intéressante puisqu'elle nous montre les symptômes pour lesquels les patients ont déclaré avoir eu plus d'amélioration en homéopathie. Et on est content de voir que c'est la fatigue qui est le symptôme qui a été le plus soulagé par l'homéopathie, car la fatigue est un symptôme qui est très, très fréquent. La douleur aussi, vous voyez, les nausées, l'anxiété, la tristesse, anxiété, tristesse, qui sont quand même très fréquents en cancérologie également. Mais on voit qu'on a eu de bons résultats également pour les fourmillements des extrémités, qui sont quand même des symptômes qui sont très, très, très embêtants et très difficiles à traiter. Là où on a eu moins bons résultats, c'est sur la chute des cheveux, évidemment. L'homéopathie ne permet pas d'empêcher la chute des cheveux. Il n'a pas d'action non plus directement sur le poids.
une action pas très bonne aussi sur les troubles de la libido, mais vous voyez, sur tous les autres symptômes, on a des coefficients de satisfaction très très élevés. Ça, c'est intéressant, ce sont les patients qui parlent. Les publications scientifiques, on continue d'en faire, il y en a eu de nombreuses, et notamment, j'aimerais vous présenter celle-ci qui a été faite à Vienne par le professeur Frass, un professeur de médecine qui est homéopathe en Autriche, et qui s'occupe de cancérologie. Et donc, il a traité presque 2 groupes de 200 patients environ atteints de cancer, 2 groupes similaires, la moitié donc avec des traitements homéopathiques individualisés, l'autre moitié avec les soins de support habituels. Et on a regardé à 2 mois, puis à 4 mois, quels étaient les résultats, est-ce qu'il y a eu une amélioration dans un des 2 groupes, et quel groupe en a eu les meilleurs résultats. Et on s'est rendu compte de façon très statistiquement significative que le groupe traité par homéopathie avait de meilleurs résultats pour la qualité de vie, mais aussi pour tout un tas d'autres symptômes, comme les fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, comme les fonctions sociales, comme on est avec les autres, les troubles émotionnels, la douleur, les troubles respiratoires, l'appétit. Donc cette étude est vraiment très brillante et nous a permis vraiment de montrer directement l'utilité de l'homéopathie dans les soins de support. Est-ce qu'il y a des risques d'utiliser l'homéopathie en cancérologie? Ça, c'est vraiment la question essentielle qu'il faut se poser, évidemment, avant d'utiliser une thérapeutique. Eh bien non, il y a une grande méta-analyse qui a été faite en 2009 et qui a montré que de toutes les études homéopathiques qui ont été étudiées, il n'y avait pas eu d'interaction avec les traitements conventionnels, ni d'effets secondaires. Et l'homéopathie est actuellement classée dans les médecines complémentaires sans effets délétères retrouvés. Donc, nous pouvons prescrire de l'homéopathie en toute confiance et vous pouvez prendre de l'homéopathie en toute confiance. Attention, il y a quand même 2 choses qu'il faut éviter, 2 écueils qu'il faut essayer d'éviter. C'est bien sûr le risque de surinvestissement. Pensez que l'homéopathie peut tout traiter, peut tout guérir. Et puis, attention au risque de perte de chance. Hein. Si vous avez 39 de fièvre et des frissons parce qu'après une chimiothérapie, les globules blancs sont trop bas, ben, il faut tout de suite appeler son médecin et parfois se faire hospitaliser, en tout cas prendre des antibiotiques. Ce n'est pas là la place de l'homéopathie, par exemple. Donc, toujours savoir quelle est la place de l'homéopathie, jusqu'où on peut aller avec le traitement homéopathique et où est-ce qu'il ne faut pas aller avec le traitement homéopathique. Enfin, malheureusement, vous le savez, il n'y a pas de traitement alternatif du cancer. Il n'y a qu'un seul traitement du cancer, c'est le traitement conventionnel. Les médecines complémentaires ne sont là qu'en complément. C'est ça le principe de l'oncologie intégrative. Et l'homéopathie fait partie de ces médecines complémentaires. En France, nous avons beaucoup de médecins homéopathes qui se sont formés en cancérologie, c'est une bonne chose. Et il y a des oncologues également qui se sont formés en homéopathie. Et il y a presque une quinzaine de centres en France anticancéreux qui ont une consultation d'homéopathie dans le cadre des soins de support. Alors nous avons voulu fédérer tous ces gens-là et les rassembler dans une seule société, une société savante qui a été créée maintenant il y a 4 ans, la CISO, qui regroupe tous les professionnels de santé qui œuvrent pour soigner les patients grâce à l'homéopathie dans les soins de support en cancérologie. Et cette société a édité des recommandations soins de support qui peuvent être utilisés par tous les médecins qui s'intéressent aux soins de support homéopathiques. Au moment de l'annonce, c'est un moment qui est vraiment très important. Enfin, pour les patients qui nous écoutent, qui ont vécu ça, l'annonce d'un cancer, ce n'est pas simple. Et donc, le médecin homéopathe est souvent en première ligne et rencontre souvent les patients à ce moment-là. Et c'est un moment important parce que c'est vraiment un moment où on peut de nouveau encore réexpliquer ce qui se passe et avoir un dialogue avec le patient, un moment supplémentaire d'écoute et de partage avec le patient. Et des questions terribles sont formulées. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Combien de temps me reste-t-il? Il n'y a plus rien à faire. C'est des questions effectivement qui sont compliquées, à mon avis, pour lesquelles il ne faut surtout rien répondre. Et il n'y a pas de réponse. Et il faut écouter le patient en essayant de déculpabiliser parce que souvent les patients se sentent punis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait un cancer? Et puis, ne pas donner des conseils sans arrêt. Les patients sont abreuvés de conseils. Il faut un peu écouter les gens et puis les soutenir et pas toujours leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent.
Alors, quel médicament homéopathique au moment de l'annonce? Eh bien, au moment de l'annonce, il n'y a pas un médicament homéopathique. Il y a un ensemble de recommandations qu'on peut faire qui est de faire une consultation individualisée, mais nous sommes tous différents et nous allons tous réagir différemment au moment de l'annonce d'un cancer. Donc, il n'y a pas une recette homéopathique, il y a un médicament à ce moment-là pour un patient. Au moment de la chirurgie, c'est un peu différent. On peut utiliser systématiquement certains médicaments comme arnica après la chirurgie ou Bélispérinis quand on a été opéré du sein. Arnica qui est vraiment un médicament indispensable dans la cancérologie au moment de la chirurgie. Mais vous savez que les patients souffrent surtout de la fatigue. C'est le symptôme numéro 1 en cancérologie. Et pour cela, on a une recommandation type au niveau de la CISO qui peut être appliquée à tous les patients. C'est de prendre de l'acide phosphorique, du phosphoricum acidum, à dose croissante pendant 5 jours, et cela donne de bons résultats pour ce symptôme qui est très embêtant. Les autres symptômes que rencontrent les patients, le deuxième symptôme, c'est la fatigue, et ensuite les troubles du sommeil. La douleur, viennent ensuite des symptômes que vous connaissez, qui sont souvent sans traitement conventionnel et pour lesquels l'homéopathie peut apporter une réponse. Tous ces symptômes peuvent être corrélés entre eux, et cette corrélation se retrouve dans ce qu'on appelle un symptôme cluster, qui vient en fait, dont l'origine est la même. Tous ces symptômes viennent en fait d'une inflammation cérébrale provoquée par la chimiothérapie. La chimiothérapie déclenche en fait un système d'interleukines, de TNF-alpha, ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, qui vont inflammer le cerveau et provoquer tous ces symptômes comme la fatigue, les troubles de la mémoire, les troubles du sommeil. Et donc, il est très important en homéopathie, enfin c'est ce que nous essayons de faire, d'essayer de protéger le cerveau au moment de la chimiothérapie en proposant donc des traitements anti-inflammatoires, entre guillemets, du cerveau. Pour les nausées, il y a bien sûr des protocoles qui sont courants, comme Nux vomica, qui est le médicament le plus utilisé, mais il y en a d'autres en fonction des symptômes. Et colchicum, notamment, c'est très, très typique des nausées pour les gens qui sont aggravés par les odeurs, qui ne supportent plus du tout les odeurs, et ça, c'est assez fréquent avec la chimiothérapie. On regarde bien sûr aussi le patient, on l'examine, chaque patient est examiné, on regarde déjà la langue et on s'aperçoit qu'une langue Nux vomica, ce n'est pas du tout la même chose qu'une langue IPK qui est totalement propre. Et donc, c'est comme ça que nous essayons aussi de choisir nos médicaments, aussi sur les symptômes cliniques. Pendant la radiothérapie, il y a cette fameuse pommade au calendula qui a fait l'objet d'une étude en double aveugle qui est très intéressante, et puis des médicaments qu'on va pouvoir utiliser. Je ne passerai pas toutes les indications de l'homéopathie, vous pourrez les retrouver sur le site de la CISO pour ceux que ça intéresse. Un petit mot sur une étude pilote qui a été faite dans le cadre du traitement par anti-aromatase, qui, comme vous le savez, provoque souvent des douleurs articulaires par manque d'œstrogène, en fait. Et cette étude pilote a montré que les patients qui prenaient un traitement homéopathique à base de rustoxicodendron et de ruta graveolens avaient beaucoup moins de douleurs que le groupe témoin. Et donc, la recommandation de la CISO, c'est de prendre chez les patients qui sont sous anti-aromatase, rustox et ruta, avec Sepia, qui est le médicament typique en homéopathie de la carence œstrogénique. Je termine avec 2 cas cliniques. Cette patiente qui est âgée de 88 ans et qui est adressée par son oncologue parce qu'elle a des effets secondaires trop importants du Xeloda, ce qu'on appelle le syndrome pied-main. Et l'oncologue lui dit, il faut arrêter la chimiothérapie parce que vous avez trop d'effets secondaires. La patiente dit, mais moi, je ne veux pas arrêter, faites quelque chose. Et je veux absolument pouvoir continuer mon traitement parce que sinon, je risque de mourir. Et l'oncologue lui dit, oui, consultez le docteur Bagot, il est justement là aujourd'hui, venez le voir. Et donc, la patiente vient me voir, je constate effectivement qu'elle a encore des métastases au niveau cervical de son cancer du sein, et je constate surtout qu'elle a des lésions importantes au niveau des pieds liées au Xeloda, à cette chimiothérapie. Et donc, en accord avec l'oncologue, nous décidons, à la demande de la patiente, de continuer quand même la chimiothérapie, tout en rajoutant un traitement homéopathique de support. Et je revois la patiente 1 mois après, et vous voyez que son pied s'est beaucoup amélioré, les fissures ont disparu, le pied a désenflé, le pied ne fait plus mal, et la patiente est venue enfin avec des chaussures. La première fois, elle était venue avec des claquettes. La 3e consultation, le pied va très bien, la patiente va beaucoup mieux sur le plan général aussi, et ses métastases ont été traitées par le Xeloda.
Donc voilà comment on peut, avec cet exemple, pour vous montrer comment on peut associer toujours les deux traitements, les traitements conventionnels indispensables pour combattre le cancer et le traitement homéopathique indispensable pour pouvoir aider des effets secondaires sur lesquels on n'a pas grand-chose à proposer en médecine conventionnelle. Un deuxième cas et un dernier cas clinique, il s'agit d'un patient qui est adressé également par son oncologue parce qu'il a des effets secondaires trop importants de sa thérapie ciblée, une thérapie ciblée qu'il prend pour un cancer du sein métastatique et qui, dans son cas, est indispensable parce que sinon, on n'a pas de traitement autre à lui proposer. À l'époque, en tout cas, on n'avait que ce médicament qui existait. Et ce patient, vous voyez, ses pieds avaient des vésicules, des cloques qui lui rendaient la marche très, très, très difficile. Et le patient était vraiment très angoissé par le fait de devoir arrêter sa thérapie ciblée. En accord avec l'oncologue, nous avons continué donc le Nexavar associé à la prescription homéopathique. Un mois après, vous voyez, ses pieds sont presque secs, les cloques ont presque disparu et le patient a pu continuer son traitement par Nexavar. Là, ses pieds sont tout à fait normaux. Donc l'homéopathie, en conclusion, l'homéopathie en oncologie intégrative, eh bien, c'est bien sûr une amélioration des symptômes, mais c'est plus que ça, je pense. C'est aussi permettre à la patiente et au patient de stimuler son self-empowerment, c'est-à-dire ses facultés naturelles de guérison, ses forces intérieures de guérison, ce qu'on a tous en nous quand on veut guérir, quand on veut essayer de combattre la maladie et aller mieux. L'homéopathie peut apporter cette impulsion. Et puis, on est, en tant que médecin homéopathe, on est au sein de toute une équipe de soignants. Et ce parcours de soins personnalisé se fait en coordination avec tous les autres professionnels de santé dans une prise en charge pluridisciplinaire. Et c'est ça qui est merveilleux. À Strasbourg, on fait une RCP de soins de support dans lequel tous les différents intervenants dans le cadre d'oncologie intégrative peuvent s'exprimer à propos d'un patient ou d'un problème qu'ils rencontrent. Bien sûr, les techniques proposées doivent être sérieuses, la qualité des soins et la sécurité du patient est primordiale. Comme je vous disais, attention, ne pas faire prendre de risques et de perte de chance aux patients. Enfin, tous ces traitements sont toujours, encore une fois, je reviens sur le départ de notre conférence, centrés sur le patient. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est vraiment lui notre préoccupation. Et puis, on s'aperçoit qu'en s'occupant du patient, les accompagnants, les proches vont mieux aussi parce qu'eux sont souvent épuisés également. Et cela rayonne sur eux également. Et puis, alors, ce qui est surprenant, c'est que ça rayonne aussi sur les soignants. C'est que de faire de l'oncologie intégrative, c'est quelque chose de vraiment formidable. Et toute l'équipe avec laquelle je travaille au groupe hospitalier Saint-Vincent est contente de venir travailler. Et quand on se retrouve, on est tous dans une dynamique très positive. Voilà, pour terminer, cette patiente qui me dit « Montrez-moi toutes vos conférences, docteur, parce que vraiment, je suis content de témoigner. » Cette patiente a eu 115 cures de chimiothérapie, elle a 92 ans, et vous voyez, 2 ans après, elle va toujours encore très, très bien, et elle vous sourit, et elle est contente de pouvoir témoigner de l'apport de l'oncologie intégrative dans son cas. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles que vous auriez. J'ai essayé d'être dans les temps. En Alsace, on essaye d'être toujours dans le timing. Mais bravo, hein. Très très clair. Merci à toi, Jean-Lionel. C'est d'une clarté. Je pense que tu vas sûrement gagner la présentation la plus claire, enfin à mon avis. On verra aujourd'hui, mais on fait pas la compétition. Hein. C'est pas le but. Mais c'est remarquablement clair. Alors je vais te poser des questions. J'ai des questions très intéressantes, parfois amusantes. Et je vais commencer même par celle-là. Là, parce qu'on a parlé avec Jacques de sucre. Et les granules d'homéopathie sont en sucre. Et il y a une patiente qui disait qu'elle a reçu plein de granules et le pharmacien l'a engueulée en disant « Mais vous allez manger tellement de sucre là que c'est pas bon pour vous ». Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors il faut bien sûr ne pas donner trop de médicaments. En homéopathie, de toute façon, l'organisme, si on donne trop de médicaments, il ne sait plus comment réagir. L'homéopathie est une thérapeutique réactionnelle qui fait réagir l'organisme. Donc, si on donne trop de médicaments, l'organisme ne saura pas comment réagir. Donc, je ne donne pas très souvent, pas beaucoup de médicaments ensemble. Dans une journée, il n'y en a pas de trop. Et si on trouve qu'il y a trop de granules, il suffit de prendre les granules, les mettre dans une bouteille d'eau, de bien secouer la bouteille d'eau pour homéopathiser l'eau,
et on boit des petites gorgées d'eau, tout simplement. Ça évite de prendre du sucre. Très bien, donc voilà une bonne solution. Après, je pense que c'est intéressant que tu expliques sur... on a dit que ça ne dépendait pas. Il y a des gens qui posent la question, qui disent mais ça ne marche pas l'homéopathie, on a des remarques sur... Alors bon, on vient de voir avec toi que forcément il se passe bien quelque chose. C'est une évidence. Ce qui est très difficile en homéopathie, c'est que l'homéopathie ne traite pas nécessairement un symptôme, il traite une personne. Donc, il faut absolument individualiser le traitement. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que si je dis pour les nausées, il faut prendre Nux vomica va marcher dans 40-50% des nausées. Mais dans 50% des nausées, il ne marchera pas. Donc, ce n'est pas l'homéopathie qui ne marche pas, c'est Nux vomica qui ne marche pas. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver un autre médicament. Ça peut être IPK, ça peut être colchicum, ça peut être Ignacia, ça peut être Tabacum. Donc, c'est à moi, médecin, de m'adapter au patient et de voir en fonction de ses réactions et de la façon dont il réagit aux nausées, parce que toutes les nausées ne se ressemblent pas. Il y en a qui ont besoin de manger quand ils ont des nausées, il y en a qui ne supportent pas. Donc, en fonction de ça, on choisit le médicament. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'un médicament homéopathique n'agit pas que l'homéopathie ne marche pas. C'est de dire simplement que ce n'est pas le bon médicament. Donc, il faut trouver le bon. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour que j'explique, parce que les gens ont aussi, enfin ceux qui ne comprennent pas l'homéopathie ont tendance à dire que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de chimie dedans. Or justement, enfin si ça marche, on pose la question de comment ça fonctionne, ça n'est pas par la chimie que ça marche. Hein, c'est-à-dire c'est comme si je disais la lumière, c'est pas de la chimie donc ça n'existe pas. La vie sur Terre est possible grâce à la longueur d'onde du Soleil et ça n'est pas de la chimie. Et on peut dire que l'homéopathie heurte la rationalité, l'aspect mécanistique des choses parce qu'on ne parle que de Avogadro, de la structure, mais on oublie qu'il y a une fonction, une fonctionnalité. Or là, l'homéopathie, c'est bien quelque chose, un message transmis à l'organisme pour modifier quelque chose. C'est un message et c'est plus de l'information que de la chimie. On est bien d'accord ? C'est-à-dire quand je donne Crotalus, du venin de serpent, à quelqu'un qui a des plaquettes qui sont trop basses, j'informe l'organisme, attention, c'est comme si tu avais été mordu par un serpent, fais attention, tes plaquettes vont baisser, fais quelque chose, réagis. Et l'organisme réagit en reproduisant des plaquettes. C'est en tout cas des mots que j'essaye de mettre sur une réaction qui pour l'instant n'a pas été identifiée. On n'a pas encore montré la cible, le mode d'action de l'homéopathie. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de l'imager, on est obligé de l'imaginer. C'est une thérapeutique réactionnelle, ça fait réagir le corps. Mais je ne peux pas en dire plus. On n'a pas, si tu veux, on n'a pas un effecteur et un récepteur, malheureusement. On n'a pas pu montrer cela encore. Donc, pour l'instant, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et moi, je suis très, très content d'utiliser l'homéopathie. Les patients sont très contents de le prendre. Et je ne veux pas expliquer maintenant le mode d'action exact. D'accord. Je dirais quand même qu'il y a un très très beau film que j'ai vu. Je ne suis pas homéopathe, hein, donc, et je ne maîtrise pas. Je mets de tes fiches, enfin de ce que tu as fait avec les homéopathes de France, les recommandations. Mais sinon, je ne suis pas du tout compétent. Et par contre, il y a un film qui m'a beaucoup éclairé, ce film sur l'homéopathie qui est sorti l'année dernière. Et le professeur Lévy, qui est de Strasbourg, ou en tout cas de l'Est, qui est professeur à l'université de Strasbourg, alors je ne sais pas dans quel INSERM, expliquait bien ça, sur le fait que, tu as dit tout à l'heure, tu secouais la bouteille, ça a un effet, ça a un impact, on secoue les molécules, et ça va les fonctionnaliser différemment. En tout cas, il montrait bien que le spectre électromagnétique d'une structure, de l'eau simple, de l'eau avec homéopathie, et de l'eau avec de l'homéopathie secouée, ça ne donnait pas du tout le même spectre électromagnétique. Autrement dit, forcément, pas la même information. En tout cas, c'était très bien comme image et comme démonstration scientifique du fait, non pas de comment ça marche, mais du fait que ce n'est pas la même chose de l'eau avec de l'homéopathie et de l'eau avec de l'homéopathie qui a été secouée, qui a été, comme on dit, activée, c'est ça ? Voilà. Dynamisée. Voilà. Le film dont tu parles s'intitule L'homéopathie, une autre voie, et j'encourage vraiment tous ceux qui s'intéressent à la question à essayer de regarder ce film. Il est vraiment, c'est un très très beau film, il est passionnant, et il explique bien l'homéopathie et il donne aussi la parole à la fois à des chercheurs, mais aussi à des patients. Très bien, voilà, c'est un film que je recommande pour mieux comprendre. Je vais te poser une autre question. Est-ce que tu as une liste, tu as parlé d'une vingtaine d'oncologues, est-ce qu'il y a quelque part disponibilité pour la liste des oncologues qui sont formés, des centres qui proposent les consultations d'homéopathie ?
Alors, c'est ce que nous voudrions mettre sur le site de la CISO, mais c'est toujours aussi délicat parce que tu sais qu'en médecine, on ne peut pas faire de publicité. Donc, c'est un petit peu délicat de faire la chose, de faire cela, mais on va essayer sur le site de la CISO de pouvoir indiquer en tout cas où est-ce qu'il y a des consultations homéopathiques, sans que ce soit une publicité. Bon, donc la solution, c'est plutôt de vraiment poser la question dans votre centre s'il y a une consultation d'oncologie homéopathique pour l'instant. Voilà. D'accord. Une autre question. Ah oui, la différence, est-ce que tu as un mot? C'est Delphine qui nous demande homéopathie uniciste, intéressante, pas intéressante, différence, tu as un mot là-dessus? L'homéopathie, je l'ai dit dans ma présentation, elle doit être individualisée. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de recette. La recette ne marche pas très bien. On est tous différents, il faut trouver ce qui nous correspond. Donc, c'est ce que fait l'homéopathie uniciste, elle essaye avec un seul médicament de trouver le médicament du patient. Mais mes collègues unicistes se rendent bien compte que pendant les chimiothérapies, par exemple, l'organisme est tellement perturbé par les traitements que ce n'est plus l'organisme qui réagit, c'est plutôt les traitements qui font réagir l'organisme. Donc, l'unicisme n'est pas très bien réalisable en soins de support. Souvent, mes collègues unicistes utilisent plusieurs médicaments parce qu'ils ne peuvent pas prescrire un seul médicament compte tenu de toutes les réactions qu'il y a. Bon, et après, on comprend que du coup, il ne faut pas tomber dans le piège d'en donner non plus trop. Voilà. Ni trop, ni trop peu. Et peut-être une dernière question sur... peut-être deux, attendez. Mireille, est-ce que il y a des recommandations faites aussi par rapport, chimio d'accord, mais hormonothérapie, de même, il y a des recommandations? Oui, alors sur l'hormonothérapie, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a une étude qui a été faite qui a montré la supériorité de l'homéopathie versus les soins de support habituels dans les douleurs articulaires par les anti-aromatases. Et ce qui est quand même, n'oublions pas que, tu sais comme moi, que presque la moitié des patientes arrêtent l'hormonothérapie, ce qui est une grave perte de chance pour ces patientes en raison des effets secondaires. Donc, s'il faut vraiment qu'on arrive tous, il n'y a pas que l'homéopathie, il y a d'autres techniques, à aider les patientes et les patients à supporter mieux l'hormonothérapie. Donc, effectivement, nous avons édité des recommandations pour l'hormonothérapie. Très bien. Et une dernière question. C'est Didier qui nous demande qu'en 2021, là, il n'y aura plus de remboursement sur l'homéopathie. Est-ce que tu penses que dans le cadre des ALD, il y a des exceptions ou pas? C'est la question qui est posée. Comme d'ailleurs la mélatonine, à forte dose, ça peut être prescrit en mettant bien préparation magistrale à usage thérapeutique. Et donc là, on arrive des fois à le faire rembourser dans le cadre d'une ALD. Est-ce que c'est possible en homéopathie ou pas? Alors jusqu'à présent, l'homéopathie, dans le cadre de l'ALD, était remboursée à 100%. C'était une vraie merveille. Donc, mes patients avaient accès à des soins gratuits dans le cadre de leur cancer. Mais je pense qu'à partir du mois de janvier, ce ne sera plus remboursé. Mais l'homéopathie ça coûte moins de 3 € un tube. Et il va falloir quoi? Il va falloir 3-4 tubes pour accompagner une chimiothérapie. Donc, je crois que c'est quand même pas limitatif. Et il y a moyen vraiment de pouvoir quand même prendre le traitement, j'espère, à petits coups. Très bien. Tu peux nous redire le titre du film pour que les gens puissent aller voir sur Internet, chercher ce film? L'homéopathie, une autre voie. Eh bien voilà. Eh bien vraiment, un très très grand merci. Remarquable. Merci. Je crois qu'on est unanime. Bravo. Je te remercie. On s'est régalé. Au revoir à Strasbourg. Allez.